Alors, bonjour à tous. Je suis très heureuse aujourd'hui d'animer cet entretien au 37e Salon du Livre de la Côte-Nord, essentiellement virtuel cette année. C'est un honneur pour moi d'accueillir Michel Jean aujourd'hui. Michel Jean, je vais vous le présenter rapidement. Est-ce qu'on a besoin de le présenter? Il est journaliste, chef d'antenne. Michel Jean, vous avez travaillé à Radio-Canada, à TVA depuis 2005. Vous avez écrit 11 livres. Vous avez participé à plusieurs collectifs. Vous êtes originaire de Mastoyache, la communauté Innu au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Vous avez dirigé deux recueils mettant de l'avant des voix autochtones, notamment Amoun en 2016, traduit en langue anglaise et en langue allemande, et Ouaktpe, qui paraîtra en mai 2021. On y reviendra un peu plus tard. C'est dans votre roman Elle et nous, en 2012, que vous vous exprimez pour la première fois sur vos origines autochtones. Et aujourd'hui, on va parler de votre dernier ouvrage, Poukoum, publié donc en 2019, où vous rendez hommage à votre arrière-grand-mère. D'ailleurs, je pense qu'il faut le souligner, vous avez reçu le prix littéraire Québec-France, France-Québec, et vous êtes également finaliste du prix littéraire Jacques Lacarrière. D'ailleurs, Poukoum, ça a aussi été le roman québécois, le deuxième roman québécois le plus vendu en 2020. Alors, d'entrée de jeu, Michel Jean, dans ce roman, vous racontez l'histoire de votre arrière-grand-mère. C'est à la fois une histoire d'amour, c'est aussi un roman très historique, j'ai envie de dire, parce que vous abordez des questions qui concernent, qui touchent l'histoire des Autochtones, des Inuits. Et d'entrée de jeu, j'ai envie de vous demander pourquoi vous avez choisi de raconter cette histoire à travers le personnage de votre arrière-grand-mère. En réalité, souvent les gens disent tu voulais raconter l'histoire de ta famille et tout ça, et en réalité, c'est non, pas du tout. Mon but, ce que je voulais raconter au moment d'écrire Cocum, c'est souvent j'entendais les gens parler des communautés autochtones, puis les gens ont souvent l'impression, puis il y a cette île, il y a Ouachat, Maniotanam à côté, mais on a souvent l'impression que les gens ont toujours vécu sur des réserves, alors qu'en réalité, c'est quelque chose qui est un phénomène qui est récent. Exemple, ma grand-mère à moi est née dans le bois, puis moi, je suis né à l'hôpital d'Alma. Donc, c'est vraiment dans une période relativement récente, malgré mon grand âge. Mais c'est pas arrivé en 1700 ou en 1800. Et donc, puis je voulais aussi raconter que souvent, quand on regarde les problèmes sociaux qui existent encore dans certaines communautés, alcoolisme, violence, bon, tout ça, mais c'est vrai que ça existe, mais il y a des raisons qui expliquent ça. C'est dur de l'expliquer aux gens parce que les gens, ils vivent, ils voient les Autochtones, puis ils se font une idée, mais ils n'ont pas nécessairement le background, si on veut, de l'histoire. Donc, je voulais raconter ça. Puis je me demandais comment le faire. Puis j'ai eu l'idée de le faire en utilisant l'histoire d'Almanda et de Thomas, qui sont mon arrière-grand-mère et mon arrière-grand-père, parce que c'était des personnages hors normes. Puis ça me permet, à travers l'histoire de la famille Simeon, de raconter. Alors, donc, on suit Almanda, la famille, puis à travers la vie donc de cette famille-là, sur un siècle, en réalité, on traverse deux mondes. C'est le monde des Inuits, puis ensuite le monde industriel qui s'est organisé et comment ça se passe pour les Inuits. Donc, l'histoire d'Almanda et des Siméons me permet à moi de raconter ce que je voulais raconter dans le roman. Racontez ce que vous vouliez raconter et vous le faites incroyablement bien parce que dans votre roman, véritablement, ce qu'on sent, c'est que vous avez réussi en incarnant avec le personnage de votre arrière-grand-mère, à raconter ce que la province essaye de faire à travers des commissions d'enquête, à travers des témoignages depuis des années. Et avec ce livre de à peu près 200 pages, on vit véritablement ce qui a été vécu, notamment cette scène très touchante, peut-être vous pourriez nous la décrire, où Almanda, dans le canot pour remonter la rivière, pour retourner dans le nord, sur le territoire des Inuits, territoire de chasse, s'aperçoivent qu'ils ne peuvent plus passer à cause de bûches de bois, à cause de l'arrivée d'une compagnie forestière. Et c'est vraiment poignant. Peut-être que vous pourriez nous dire comment vous l'avez vécu, cette écriture-là. Cette scène-là, elle est tirée du récit qu'a fait Anne-Marie, la sœur aînée d'Almanda, donc la sœur de ma grand-mère, qui était la deuxième fille d'Almanda. Puis moi, j'ai pris... C'est pas exactement comme ça que ça s'est passé dans la vraie vie. C'est pas tout à fait les mêmes personnages, mais ça s'est passé comme ça. Ça reste un roman. Ça reste un roman. Oui, exactement. Donc, j'ai placé la scène dans le roman. Alors, ce qui se passe, c'est que, comme à chaque automne, moi, ma famille partait à la fin du mois d'août. Ils contournaient le lac, puis ils remontaient la rivière Péribonka jusqu'aux passes dangereuses, qui étaient les chutes qui étaient à la sortie du lac Péribonka. Ça prenait un mois, ça. Là, il y avait des partages. Bon, c'était long.
Puis à un moment donné, ils sont arrivés, puis ils n'ont pas pu remonter la rivière parce qu'on avait commencé à couper le bois, puis il y avait de la drave sur la rivière. Donc, les billots de bois qui occupaient toute la rivière. Tu ne peux pas remonter en canot. Il n'y a pas personne qui leur a demandé leur avis. Parce qu'évidemment, les concessions avaient été accordées par le gouvernement. Personne n'a pensé à demander aux Autochtones ce qu'ils en pensaient. Et donc, on avait commencé à travailler. C'était des emplois, c'était le développement. Dans cette région-là, c'était le lac Saint-Jean, mais c'était la même chose sur la Côte-Nord, dans toutes les régions du Québec, à un moment donné. Et donc, ils se sont retrouvés, puis ils se sont fait dire, ben, retourne-toi-en chez vous. Non, mais parce que chez nous, c'est en haut. On vivait en territoire de 10 mois par année et on vivait sur le bord du lac, sur ce qui est la réserve de Machetriache aujourd'hui, du mois de juin au mois d'août, fin juin à fin août. Donc, chez nous, c'était le territoire, c'était pas la réserve. Et donc, j'ai été obligé de retourner sur la réserve. Et cette scène-là, c'est vrai qu'elle est dure. Moi, quand je l'ai écrite, le soir, je pleurais, là, j'ai besoin d'appeler une amie. J'avais appelé mon amie Isabelle Picard, j'ai dit, il faut que je parle à quelqu'un, je t'en maudis. J'étais comme, parce que j'étais vraiment dans la scène, mais c'est comme ça que ça s'est fait. Ça a été brutal, ça a été sans aucune générosité, sans pardon. Et les gens ont dû renoncer du jour au lendemain à 10 000 ans de tradition. Ouais. De tradition, mais sont devenus sédentaires. Puis là, on sent bien dans votre livre, moi j'ai envie de le qualifier de roman historique, on sent que la coupure arrive à ce moment-là. Ces personnes-là deviennent sédentaires et s'ensuivent un déroulement d'événements historiques, sédentarisation, ennui, et puis l'arrivée des pensionnats autochtones également. Et vous le disiez, ça vous a vous provoqué pourtant de la colère. J'imagine que dans le témoignage que vous avez recueilli pour écrire cet ouvrage, c'est également ce que les personnes de votre famille vous ont transmis peut-être. Oui, mais je le savais, puis même en me replongeant dedans, ça provoquait cette colère-là. Le livre est en 2 temps. C'est-à-dire que dans la première partie, Almanda, qui a 15 ans, tombe en amour avec Thomas, puis de la même manière, c'est arrivé exactement comme ça, selon les témoignages qu'Almanda a dit à ses enfants et tout ça. Et puis, elle a 15 ans, elle est orpheline, puis elle est en amour avec ce gars-là qui a 18 ans. Tu sais, on a déjà été amoureux à 15 ans, on imagine comme ce que c'est. Mais elle décide de le suivre, tu sais. Puis le plus incroyable, c'est qu'elle va aller vivre avec lui, puis elle va adopter le mode de vie des Inuits. Donc, toute la première partie du roman, c'est elle qui découvre la vie. Puis c'est un personnage qui était épris de liberté. Parce que, bon, tu sais, on a tendance aujourd'hui à se dire, tu sais, c'était la misère, hein, vivre dans le bois, dans une tente, les Autochtones, mais la vie sur une ferme en 1800 quelque, c'était quoi? Piocher une terre de roche du matin au soir, pas avoir beaucoup de viande à manger non plus. C'était pas tellement mieux en réalité. Puis elle demandait, elle a préféré partir. Puis c'est un peu l'inverse des coureurs des bois qui prenaient le bois puis qui mariaient des Autochtones. Elle a fait le chemin inverse, une femme. Puis, en ma connaissance, c'est la seule Québécoise qui a fait ce chemin-là. Mais la deuxième partie, c'est qu'après la scène dont on parlait tantôt, c'est que les gens sont confinés à la réserve. Et là, c'est l'autre réalité aussi, où là, évidemment, on a commencé par... il y a eu les pensionnats autochtones où on prenait les enfants. Il y a eu les problèmes sociaux qui sont apparus. Et le livre raconte toute cette partie-là qui est dure aussi, mais qui raconte aussi comment les gens ont affronté ces épreuves-là avec quand même de la résilience. Tu sais. Avec beaucoup de résilience, de dignité aussi, parce que dans l'histoire de votre arrière-grand-mère, elle n'hésite pas à partir à Québec pour raconter ce qu'elle a vu au gouvernement, pour dire ce qui s'est passé. Ça, c'est Almanda elle-même qui l'a raconté à ma cousine Linda, qui est la cousine la plus je ne veux pas dire vieille, âgée de la famille. Et donc, elle a bien connu Almanda parce qu'elle habitait à Roberval dans sa jeunesse, donc à côté de Machetriache. Puis elle m'a raconté ça, puis c'est Almanda elle-même qui lui a raconté ça. Ben, ce qu'il faut savoir, c'est que il y a eu plusieurs accidents, des enfants autochtones qui ont été tués, blessés, parce qu'il n'y avait pas de trottoir. Évidemment, dans une réserve, il n'y a pas d'asphalte, les roues sont en terre. Je veux dire, on ne s'en occupe pas. Et c'est Duplessis qui est le premier ministre du Québec à l'époque. Puis Almanda, elle en a marre. Elle prend le train, puis elle descend à Québec, toute seule. Elle n'est jamais allée à Québec. Elle descend à Québec, puis elle débarque à l'Assemblée nationale, puis elle veut parler avec le premier ministre. Mais là, il voit, il faut imaginer comment s'habiller aussi. Là. Le béret, la pipe, les jupes, plusieurs jupes. Ça ne correspondait pas à la façon dont les gens s'habillaient à l'Assemblée nationale. Disons. Et elle sort du bois, elle débarque là, puis je vais parler. Puis là, ben non, je ne parlerai pas au premier ministre, mais elle ne bouge pas. Puis elle est restée là 3 jours.
Et jusqu'à ce qu'à un moment donné, Duplessis passe, il dit c'est qui la vieille indienne dans le fond? Puis bon. Et là, Duplessis le fait venir dans son bureau, ils se sont parlé. Et puis après ça, ben, ils ont construit des trottoirs en bois à Machoyache. On ne sait pas si c'est Duplessis, c'est le gouvernement fédéral, mais chose est-il qu'après ça, il y a eu des trottoirs. Ça montre quand même que c'est quelqu'un qui n'avait pas froid aux yeux. Moi, j'admire Quelqu'un qui ça. n'avait pas froid aux yeux. Il était capable de partir, affronter le danger, parce qu'il y avait du danger. Puis je connais personne. Je débarque à Québec, puis c'est le premier ministre, ça ne me dérange pas. Je vais lui parler, puis elle lui a parlé à Duplessis. Elle lui a parlé, c'était une femme incroyable qui elle-même s'est opposée. Elle a voulu faire fi de la construction du chemin de fer juste devant sa maison. Et toute sa vie, elle a vécu avec cette maison en faisant comme si le chemin de fer n'existait pas. Parce que ça, c'est une autre partie de votre livre aussi. On découvre le caractère de votre arrière-grand-mère. Ben, le chemin de fer est encore là et la maison est encore là. La maison d'Almada existe encore. Puis c'est assez drôle parce que là, il y a beaucoup de gens qui ont lu le livre puis qui l'étaient passés comme ils ne pouvaient pas voyager, allaient à Machoyache pour voir la maison, pour voir le cimetière. Tout ça. Mais Almada a construit une maison parce qu'elle voyait ce qui s'en venait et elle savait que ses enfants devraient apprendre à lire et à écrire. Et elle a construit une petite maison de rien. Puis là, quand on a construit le chemin de fer, il passait vraiment à côté de la maison. Puis ils ont voulu déplacer la maison ou détruire la maison. On va en acheter une autre ailleurs. Puis elle a dit non. On a économisé l'argent pour cette maison-là. C'est ma maison. Vous allez faire un détour avec le chemin de fer. Là, évidemment, les chemins de fer, ça ne fait pas de détour. Elle a dit, moi, je ne déménage pas. Fait qu'ils ont construit le chemin de fer qui passe si près de la maison que quand tu étais dans la maison et que le chemin de fer passait, le train, les armoires, la vaisselle branlaient, tout shaké. Les gens avaient peur. Puis elle a demandé quand tout le monde, les gens qui ne savaient pas la première fois, tout le monde avait peur dans la maison. Imagine un train qui passe à quelques mètres de la maison. Puis elle demandait à 10 jours, quel train? Pas de train. Pour elle, le train n'existait pas. C'était une véritable force de caractère et je me demande comment vous avez fait. De ce que j'ai cru comprendre, c'est que vous étiez quand même très jeune quand votre arrière-grand-mère est morte, quand Almanda est morte. Elle avait 17 ans quand même quand elle est morte. 17 ans. Elle est enterrée la journée de mon bal de finition au secondaire. Oh, ça fait un souvenir Oui. éloquent. Mais Oui. comment vous avez fait pour retracer son histoire? Parce que des fois, quand on est adolescent, on ne pense pas nécessairement à questionner nos grands-parents, nos arrière-grands-parents. On peut même être parfois un petit peu tanné de ce qu'ils nous racontent. On n'est peut-être pas encore assez mature pour comprendre l'importance de l'histoire. Comment vous avez fait, vous, pour recueillir les témoignages et être capable d'en faire un roman, en faire une œuvre? Ben, c'est pas tellement que moi j'étais tanné ou que je prêtais pas attention. C'est que dans ma famille, on n'en parlait pas beaucoup. Parce que, bon, c'est lié à l'histoire de ma famille. On a été, ma mère, ma grand-mère a marié mon grand-père qui était moitié Innu, moitié blanc, mais il y avait un statut blanc parce que, bon, c'est un fils illégitime. Donc, ma grand-mère officiellement marié un blanc. Elle est obligée de quitter la réserve. Puis elle a grandi à Alma. On peut penser que dans les années 40, seule famille autochtone dans une ville comme Alma, c'était pas nécessairement facile. Donc, c'est pas qu'elle avait honte de ses origines, loin de là, au contraire. Mais elle voulait se mêler le plus possible, passer inaperçue. Puis ma mère, mes tantes, tout ça, pour eux, c'était difficile quand même parce qu'ils se faisaient traiter de sauvages. Bon. Alors, on a grandi dans un environnement où on n'en parlait pas beaucoup. Moi, j'avais toujours beaucoup de questions. Je raconte ça dans Atuk Elinu, qu'on vient de publier une nouvelle version retravaillée. Mais quant à Almanda, j'avais pas beaucoup d'informations, mais j'ai beaucoup parlé avec ma mère, mes tantes. J'ai eu la chance de compter sur un livre qui a été publié aux éditions JCL au Saguenay, où ils avaient interviewé genre un ancien curé, un ancien forgeron de village et une ancienne autochtone. Et l'autochtone qu'ils ont choisi, c'était Anne-Marie, la sœur aînée d'Almanda. Puis dans ce livre-là, elle raconte plein de choses, donc comment ma grand-mère, Almanda, a rencontré Thomas, la scène de la drave, elle raconte ça. J'ai quand même eu des sources écrites et orales qui m'ont permis de bâtir un squelette d'histoire, mais bien sûr, il y a une partie fiction quand même. Oui, il y a une partie fiction. On comprend que c'est un roman, mais dans lequel vous appuyez par des faits historiques finalement. Et j'ai envie de revenir, petit retour en arrière, de revenir sur la première partie du roman, parce que dans ce roman, il y a des choses très dures qu'on vient d'évoquer, dont vous parlez, mais il y a également une histoire d'amour incroyable entre Almanda et Thomas. Quelle belle histoire! Qui a existé d'ailleurs. Puis la scène où elle rencontre Thomas, comment il vient, il pêche, descend la rivière, tout ça, c'est dans le livre dont je parle. C'est Almanda elle-même qui l'a raconté à Anne-Marie, qui le relate par la suite.
Puis l'histoire d'amour, elle est réelle, puis elle a duré toute leur vie. Et moi, c'était important pour moi. C'est pas parce que je voulais mettre une histoire d'amour dans le roman, parce que bon, c'est que je me dis que quelque part, il s'est passé des choses belles, mais des choses dures aussi. Et quelque part, dans l'adversité, l'amour, l'amitié, tous ces sentiments-là, c'est ce qui nous aide à passer au travers. Tu sais. Puis la résilience, elle se fait aussi comme ça, je trouve. Moi, je suis certain que ça a aidé Almanda à passer au travers de ce qu'elle a vécu. Oui, sûrement. L'amour, l'amitié est toujours vainqueur. Et puis, c'est un roman, hein, parlons-en, qui a connu un très grand succès. On parle quand même du deuxième roman québécois le plus vendu en 2020. Est-ce que vous attendiez un tel accueil? C'est vraiment fou ce qui est arrivé avec Cocum parce que le roman est paru en 2019. Puis quand il est paru, pas beaucoup de gens en ont parlé. Je veux dire, dans les médias, on n'en a pas beaucoup parlé. Il a été retenu pour aucun prix littéraire. Et après un an, il a été réédité 2 ou 3 fois. On en a vendu quand même 5500 copies. C'est un best-seller. 5000, c'est un best-seller au Québec. Et j'étais content parce que le livre continuait d'être lu. Il y avait un, tu sais, le bouche-oreille fonctionnait vraiment bien. Puis je me disais, waouh, c'est super quand même. Tu sais. On n'a pas fait les palmarès, mais tu sais, les gens lisent, en parlent, puis ça convainc les gens de lire. Puis quand est arrivé le prix France-Québec, ça a fait comme un gros boom. Et là, après ça, ça a fait en sorte que les gens ont comme découvert le livre. Entre-temps est arrivé l'événement qui a mené à la mort de Joyce Echaquan. Puis je pense que les gens étaient comme plus disposés à parler ou entendre ces questions-là. Fait que donc, le livre arrivait là à un bon moment parce que ça offrait des réponses à des questions que les gens se posaient. Mais tu sais, le livre a aussi été finaliste au France Québec, mais vous l'avez dit, au prix Jacques Lacarrière. Puis il a été finaliste sur un prix qui s'appelle le prix Vlil, qui est un prix remis par les critiques sur Instagram. En France, c'est très populaire. C'est un prix Puis on a gagné le Vlil et le France Québec. Fait que ça m'a fait plaisir parce que souvent, moi, les gens disent « Ah, Michel, toi, c'est bien, tu sais, les gens s'intéressent à tes livres parce que tu fais de la TV, etc. » Mais en France, personne ne sait qui je suis. Je suis total nobody. Tu sais, puis David Goudreau était finaliste, puis il était déjà publié là-bas, il était plus connu. Fait que, tu sais, c'est vraiment le texte que les gens ont aimé. Puis moi, pour moi, ça avait beaucoup de valeur. Fait que ça veut dire que dans le fond, les gens ont vraiment jugé sur le texte, sur le livre. Puis pour un écrivain, c'est l'affaire la plus importante. Tu sais. C'est que les gens aiment ton texte. Puis quand on a gagné le France-Québec, c'était fou après. Là, je veux dire, on a réimprimé en tout 75 000, je pense. 70 000. C'est comme. Puis on a continué. On vient de réimprimer encore il y a 2 semaines. Il était encore au palmarès Renaud Bré, puis Archambault, puis des libraires. Puis à Tokelinu, que j'avais publié en 2012, qu'on a réimprimé une version nouvelle que j'ai retravaillée et aussi au palmarès. Donc, il y a comme une belle histoire là. Puis moi, je dis tout le temps que c'est parce qu'Almanda veille sur ça. Tu sais. C'est donc votre arrière-grand-mère qui veille sur la longévité de cette histoire, son succès aussi. Et justement, revenons-en du succès en Europe de votre livre. Qu'est-ce que ça vous fait de savoir que cette histoire autochtone, qui parfois encore aujourd'hui peut être méconnue, hein, parce que les enjeux autochtones, on commence tout juste presque à en parler depuis 4-5 ans, justement, avec l'arrivée de ces commissions d'enquête, etc. Qu'est-ce que ça vous fait de savoir que cette histoire traverse les océans? Ben, un gros wow. Parce que, d'abord, ce que ça voulait dire, puis je pense que ça veut dire que pour tous les Autochtones, que cette histoire-là, elle n'est pas juste, elle est universelle. Elle peut intéresser les gens. Tu sais, je pense que les Autochtones peuvent se dire que l'histoire peut intéresser n'importe qui maintenant. Leur histoire peut intéresser les gens outre-Atlantique. Et les Européens, tu sais, souvent les gens ont l'impression, c'est bien, les Européens, tu sais, c'est les tomates, le côté folklorique qui les intéresse, mais pas du tout. Moi, j'ai fait plusieurs entrevues avec des médias récemment avec l'Allemagne, tout ça. Puis eux, ils regardent beaucoup la question comme c'est vraiment l'autodétermination des peuples qui est le concept qui les intéresse. Puis ils sont vraiment étonnés de découvrir comment le Canada a traité les Autochtones. Puis c'est politique à la limite pour beaucoup d'Européens. Puis l'intérêt du livre, pour eux, réside beaucoup dans ça. Là, il va être publié en Allemagne.
j'ai fait une entrevue dans un magazine littéraire allemand. Puis, tu sais, la journaliste, elle me posait des questions sur Trudeau, sur M. Legault. Puis, il me posait des questions comme, c'est intéressant, tu sais. Oui, mais il comparait la déforestation de l'Amazonie Mhm. avec les coupes à blanc. Alors, Voilà. ça m'a rappelé que nous, ici au Québec, on se scandalise bien sûr de la coupe de la forêt amazonienne, mais qu'on coupe la forêt boréale, ça c'est correct, parce qu'on a toujours vécu dans ça. Mais le reste du monde regarde ça autrement. Alors, il y a cette curiosité-là pour des questions qui nous amènent à une autre manière de regarder les événements, que moi je trouve vraiment intéressante. Et, et le livre fait quand même bien en France. Je veux dire, je suis publié dans une petite maison indépendante, je suis un auteur total inconnu, mais je veux dire, on a réimprimé déjà 2 fois, puis ça marche encore bien. Fait que c'est comme juste super, je trouve, là, tu sais, puis je suis content. Ça veut juste dire que, comme je disais, nos histoires sont aussi des histoires qui peuvent intéresser les gens, pas juste au Québec. Tu sais. Voilà, effectivement, une histoire universelle. Et je voulais vous demander, c'est seulement à partir de 2012 hein, que dans vos romans, vous avez commencé à évoquer vos origines autochtones. Pourquoi avoir attendu autant d'années? J'ai longtemps pas parlé de ces questions-là, moi. Parce que quand tu es journaliste, quand j'ai commencé à travailler, c'était pas quelque chose dont on se vantait. Les gens, c'était négatif. Après la crise d'Oka, il y avait, on va le dire, là, une forme de racisme à l'endroit des Autochtones. Tu n'as pas le goût de toujours t'expliquer, justifier, te battre. Puis moi, si on ne le sait pas, ben, je peux passer pour un Autochtone. Fait que j'en parlais pas, les gens ne le savaient pas. Mais à un moment donné, à la mort de ma grand-mère, j'étais très près d'elle. Et quand ma grand-mère est décédée, à ses funérailles, tout le côté autochtone de la famille était là. Puis on fait toujours la dernière prière avant de fermer le cercueil. Puis là, il y a quelqu'un qui dit, avant qu'on ferme le cercueil, est-ce qu'on peut faire une dernière prière dans la langue de Jeannette? Et qu'on a dit oui. Et là, tout le côté autochtone de la famille a commencé à prier en langue Innu. Puis on chante les prières en Innu. C'est une scène de film. On est tous venus les larmes aux yeux. Puis après, au restaurant, la cousine de ma mère, qui s'appelle Jeannette comme ma mère, comme ma grand-mère, elle vient me voir et elle me dit, il faut que je te parle. Fait que je dis oui. Elle me connaît de la TV, mais on ne s'est jamais rencontrés. Puis, elle me dit, toi, Michel, elle dit, il faut que je te dise quelque chose d'important. Je dis oui. Elle dit, toi, Michel, là, elle dit, l'Indien, là, tu l'as en toi. Je dis, c'est beau ce que tu dis, mais qu'est-ce que tu veux dire exactement? Ben, elle dit, je t'ai souvent vu dans des situations où les gens s'énervent autour de toi, les gens capotent, tout le monde est nerveux, puis c'est vrai, dans mon travail de journaliste, ça m'est arrivé souvent. Puis elle dit, quand ça arrive, elle dit, toi, tu es toujours calme. Elle dit, ça, c'est indien. Puis moi, ça me rentrait dedans parce que c'est vrai que j'ai toujours été comme ça, mais moi, j'ai toujours pensé que c'était un trait de caractère. Puis elle me disait, non, c'est un trait culturel. Et là, je me suis posé la question, quelle est la part d'Autochtone qui a survécu en moi, qui a été coupée de la communauté, qui a vécu parmi les Allochtones toute ma vie? C'est quoi la part d'Indien en moi? Ça? Et là, ma réflexion a commencé là, puis le rapprochement pour moi a commencé là, avec la famille. Et ça, c'est en 2010. Puis j'ai écrit Elle, Innu en 2012, où je raconte ça. C'est un livre qui est écrit à 2 voix. Les chapitres, lui, c'est moi qui parle. Je raconte ce que je viens de raconter notamment, ou des trucs qui me sont arrivés. Chapitre Elle, c'est ma grand-mère qui revit sa vie à 100 ans. Puis les 2 chapitres alternent. Lui, elle. Là, j'ai commencé là. Puis le livre, on vient de le republier. Il s'appelle maintenant Atuk, Elle, Innu. Puis c'était mon premier roman. Puis quand je l'ai fait à l'époque, ça a eu succès très mitigé. Il est comme passé inaperçu, mais c'est pas grave, moi j'étais content. Puis après, ben, Jeannette me racontait l'histoire de comment elle s'était retrouvée dans les pensionnats autochtones. Puis je connaissais les pensionnats autochtones parce que j'ai couvert ça en Saskatchewan, notamment quand j'étais à Radio-Canada. J'ai visité le dernier pensionnat autochtone qui a fermé ses portes en Saskatchewan, à Fort-Capel. J'étais allé. Mais je ne savais pas qu'il y en avait au Québec. J'ai écrit un roman sur les pensionnats autochtones. C'est comme ça que Puis après, ben, j'avais mis la main dans le tordeur. C'est comme ça que ça s'est fait de façon graduelle pour moi. Je trouve que c'est un très beau témoignage, une très belle expérience. Aujourd'hui, maintenant que vous en parlez, est-ce que vous sentez qu'il y a urgence à en parler, de partager toutes ces histoires-là? Je ne sens pas d'urgence, mais je sens que c'est le temps d'en parler. Puis une des raisons pour lesquelles aujourd'hui j'en parle, c'est quand même, puis que j'ai commencé à dire plus ouvertement, c'est qu'un des problèmes des Autochtones, c'est qu'on est nulle part.
On n'est pas dans l'espace public. Nos histoires ne sont pas dans les livres d'histoire. Tu sais, comme les livres d'histoire au Québec, là, c'est l'histoire du Canada. Ça commence avec 1492, Christophe Colomb, 1534, Jacques Cartier. Oui, mais c'est parce qu'il y avait des gens qui vivaient ici depuis 15 000 ans. Je veux dire, les Français, ils n'ont pas commencé à s'intéresser à l'histoire de la France avec l'arrivée des Francs au Moyen Âge, tu sais, je veux dire. Mais nous, avant ça, ça n'existe pas. Alors, j'ai commencé à me dire, puis je me suis dit, dans le fond, il faut que un événement qui était déterminant, c'est qu'à un moment donné, une amie m'a envoyé une photo d'une école à Pessamit, qui est une communauté sur la Côte-Nord, à côté de Bécomo, que les gens connaissent. Puis la professeure avait mis dans une armoire, puis avait mis mes livres dans l'armoire, puis avait écrit à main Michel Jean, auteur Innu. Ça m'avait touché parce que je m'étais dit, ben, les jeunes dans cette école-là peuvent se dire que ça se peut, des livres écrits par un Innu, auteur Innu. Puis là, mon cheminement a commencé à se faire justement sur l'importance de la représentativité, puis de la représentation, puis de la présence dans l'espace public. Alors, j'écris pas que des romans où on parle de questions autochtones. Tu sais, mon avant-dernier roman parlait des tigres tamouls pendant le tsunami au Sri Lanka. Mais j'écris quand même ces questions-là parce que c'est important de la faire. Mon prochain roman va parler des Autochtones en milieu urbain, par exemple. C'est ça, parlons-en justement. Je voulais revenir, moi, sur le recueil qui va paraître très bientôt, au mois de mai. Wakpe, je pense que je le prononce bien, Wakpe. Wakpe. Avec quatre... Wakpe, avec un P. Avec 4 autrices nord-côtières, Natacha Canapé-Fontaine, Alissa Jérôme, Joséphine Bacon, Mélissa Molène-Depuis. Pouvez-vous nous parler de cet ouvrage-là? Qu'est-ce que c'est exactement? Ben, j'avais fait Amun en 2016, qui était le premier recueil de nouvelles avec des auteurs autochtones. Et ça a été quand même un bang parce que Amun est encore réimprimé aujourd'hui. Donc, ça a bien marché. Puis c'était la première fois que des Autochtones se réunissaient pour collaborer dans un recueil. On m'a demandé ça, Michel, t'en ferais-tu un autre? Mais je ne voulais pas recommencer la même chose. J'attendais. Puis un jour, ben, en parlant avec Louis-Carl Picard-Sioui, puis Isabelle Picard, ils m'ont suggéré, puis ça a fait du chemin. Puis j'ai décidé de faire des dystopies ou du futurisme autochtone. Donc, chaque nouvelle est dans le futur. Parfois, c'est de la science-fiction, parfois pas, mais on est dans le futur. Donc, c'est une manière de se projeter dans l'avenir pour les Autochtones puis de voir un peu comment l'avenir est. Puis, on a repris la plupart des auteurs qui étaient dans Amun. On en a ajouté d'autres, comme Ilse Pizarre, qui écrit aussi. Alissa Jérôme, elle avait écrit une nouvelle. Elle avait 17 ans à l'époque dans Amun. Puis là, elle écrit une nouvelle qui est vraiment super belle en passant. Dans Wapke, c'est vraiment beau. On voit qu'elle a pris de la maturité. Tu sais, une jeune femme de 17 ans est rendue une jeune femme dans la jeune vingtaine maintenant. Fait que c'est le fun de voir qu'il y a un cheminement qui se fait. Puis la qualité des textes dans Wapke est vraiment exceptionnelle. Là. Moi, ça me fait plaisir de voir que, tu sais, il y a une progression aussi qui se fait dans la qualité de l'écriture chez les auteurs autochtones. Alors ça sort le 5 mai. Puis j'ai très, très hâte. Je suis vraiment fier de la qualité des textes. Puis c'est un beau trip de gang aussi parce que tout le monde est vraiment content. Puis effectivement, il y a Natacha, il y a Joséphine qui a écrit dedans aussi avec Alissa. Est-ce qu'on peut vous demander c'est quoi l'avenir des Autochtones, cette vision? Je pense qu'il y a autant d'avenir qu'il y a d'Autochtones. Hein? Comme il y a autant d'avenir qu'il y a de Québécois. Mais chacun notre façon de le voir. Ce qui est intéressant dans Wapke, c'est que certains sont pessimistes, d'autres sont optimistes. Il n'y a pas une façon de le voir. Il y en a qui voient de façon noire, il y en a qui voient de façon plutôt optimiste. Je pense que les Autochtones sont comme le reste des gens. On se pose des questions, on s'inquiète, mais je pense qu'ultimement, chaque nouvelle apporte un éclairage différent. Vraiment, c'est vraiment bon, en tout cas, je trouve. Un éclairage différent, puis pour en revenir à Kumkum, c'est ce que dit Amalda, la vie est un cercle. La vie commence quelque part et se poursuit encore et toujours. Et j'ai envie de vous demander, vous, en tant que journaliste de carrière, en tant qu'écrivain, qu'est-ce que vous avez envie de dire à un jeune, à un moins jeune, à un autochtone, à un Innu, à un membre des Premières Nations, à un allochtone qui voudrait écrire, qui voudrait aussi conter son histoire? Ce serait quoi le conseil que vous lui donneriez? Ben, la vie est un cercle, c'est comme ça que les Autochtones voient le monde. C'est-à-dire qu'on commence jeune, on grandit,
on revient à la terre. On est jeune, nos parents s'occupent de nous. On est seul, à la fin, on s'occupe de nos parents. C'est comme ça qu'on va dans le territoire, on revient après. Moi, je pense que si vous avez une histoire à écrire, là, écrivez-la. Il y a un texte dans WAPI qui est écrit par Katia Bacon, qui vient de Pessamit. Elle n'avait jamais publié un texte avant. Puis je connais très bien Katia. Puis quand je fais souvent lire mes textes, puis quand j'ai publié, quand j'ai commencé à lui parler de WAPKI, elle me dit ça me tenterait. J'ai dit certaine, je ne savais même pas que tu voulais écrire, Katia. Elle a dit oui. Tu sais. Puis le texte qu'a écrit Katia est extraordinaire. Il est vraiment beau. Puis Katia n'avait jamais écrit, puis je pense qu'elle a 35 ans. Alors, c'est l'exemple parfait qui dit que si vous avez quelque chose à écrire, écrivez-le. Puis ça va être publié où ça importe peu. Tu sais. L'important, c'est de prendre le temps de raconter nos histoires. Il y a toujours un public quelque part. Puis si je dis toujours, puis si je le pense vraiment, si nous, on ne raconte pas nos histoires, qui va les raconter à nos places? Voilà, eh bien Michel-Jean, je pense que ça illustre bien le mot de la fin. Si personne ne raconte nos histoires, qui va nous les raconter à notre place? Alors voilà, votre dernier roman, Koum Koum, et un autre bientôt, un recueil à paraître. Merci beaucoup pour cette discussion. Merci à vous. Merci Alexandre. C'est vraiment un très grand plaisir de discuter avec vous. Bon, ça me fait plaisir aussi de dire bonjour aussi aux gens de la Côte-Nord où j'ai de la famille. Dans ce secteur-là où je vais de temps en temps aussi, c'est une région que j'aime beaucoup.